Bonjour à tous et merci de venir assister à ce webinaire à distance. Merci aussi à l'Académie des sciences comptables et financières de nous héberger et à son président William Nahum. Aujourd'hui, nous allons donc évoquer la question des logiciels et systèmes de caisse et plus particulièrement centrer notre intérêt sur le cas des intégrateurs du e-commerce et des développeurs de logiciels libres, car il y a des questions qui se posent particulières à ce type d'activité ou de mode de distribution. Sachant que vous êtes très nombreux, pratiquement 700 aujourd'hui, vous pourrez poser des questions à la fin de ce webinaire ou dès maintenant et nous les recueillerons pour les évoquer en fin d'échange. Et je vais donc présenter mes deux co-intervenants, donc Guillaume Nogues, je t'en prie. Donc, bonjour à tous, Guillaume Nogues, je suis chef de marché chez Partenat Consultant, intégrateur de solutions de gestion du marché. Et Thomas. Et donc je suis Thomas Lematch, le responsable du pôle certification, instrumentation et technologie de l'information au LNE. Marc Lamordogaille, donc expert comptable qui pilote ce groupe de travail. Nous avons donc constitué un groupe de travail au sein de l'Académie pour étudier la construction d'un référentiel d'attestation. Dans le sujet des caisses enregistreuses ou des logiciels et systèmes de caisse, plus exactement, il y a deux voies pour pouvoir garantir la conformité de ces produits. La première, c'est le référentiel de certification et la certification par des tiers certificateurs, comme le Laboratoire national d'essai, comme le LNE, ou la deuxième, c'est l'auto-attestation par les éditeurs, et il manquait un référentiel pour baser cette attestation. C'est l'objectif de notre groupe de travail. Au sein de ce groupe de travail, nous avons constitué plusieurs sous-groupes, et un particulièrement sur la question des intégrateurs et la question du logiciel libre que nous allons donc évoquer aujourd'hui. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup d'experts comptables, il y a beaucoup d'entreprises, en dehors des éditeurs et des intégrateurs, qui ont la gentillesse d'assister à ce webinaire. Ils auront donc des questions peut-être plus généralistes. Je voulais vous indiquer que nous avons déjà évoqué ces questions à travers les différents webinaires que nous avons pu faire, les colloques que nous avons pu faire par le passé, celui du 11 janvier, et ce récent webinaire de juillet dernier, donc qui abordait de façon générale la question des logiciels et systèmes de caisse. Néanmoins, on commencera par un rapide passage sur les dernières positions de l'administration avant d'aborder plus particulièrement le cas des intégrateurs et les difficultés que ça pose. Donc, en matière de champ d'application de la loi, l'objectif de l'administration, c'est de lutter contre la fraude fiscale, la fraude à la TVA particulièrement, par dissimulation de recettes. Vous savez que cette législation, qui a maintenant plus de 2 ans, donc, qui a été élaborée fin 2015 pour application finalement au 1er janvier 2018, visait à empêcher les suppressions des recettes dans les logiciels, dans les systèmes de caisse, l'administration ayant pu découvrir que c'était une pratique chez certains contribuables, de manière à ne pas déclarer des recettes. Donc l'idée est de verrouiller quelque part, par un certain nombre de dispositifs, la possibilité de supprimer des données d'encaissement. Et c'est donc cet article 105 de la loi de finances 2018 qui a modifié l'article 286 du Code général des impôts, que je vous invite à lire ensemble, qui dit que toute personne assujettie à la TVA doit, alors je vais m'arrêter sur les mots clés, donc assujetti à la TVA ne veut pas dire exonéré. Donc on peut être assujetti à la TVA, être totalement ou partiellement exonéré, donc ça n'est pas forcément un motif de ne pas rentrer dans le champ d'application du texte. Et donc, ce que nous dit cet article, c'est que si cette personne fait des livraisons de biens ou de services auprès de particuliers en pratique, non pas auprès de professionnels, c'est ce que veut dire ne donnant pas lieu à facturation conformément à l'article 289 du Code général des impôts. En fait, ce que veut dire l'administration et le législateur, c'est que n'entre pas dans le champ du texte tout ce qui est vente aux professionnels qui, eux, relèvent d'autres textes de loi, comme l'article 289 du Code général des impôts précité, et qui particulièrement oblige à suivre une piste d'audit fiable. Donc là, on est avec les particuliers, pas avec les professionnels. Et la condition, c'est bien sûr d'enregistrer ces données de règlement dans un logiciel ou dans un système de caisse. Si vous faites une tenue de caisse papier, vous n'entrez pas dans le champ du dispositif,
et rien n'interdit la tenue d'un livre de caisse papier. Il n'y a pas d'obligation de s'équiper d'un logiciel ou d'un système de caisse. Donc quand vous avez ce logiciel ou système de caisse, vous devez garantir 4 critères qui sont donc l'inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l'archivage des données. Et cette garantie, elle est manifestée, elle est démontrée par la présentation d'un certificat ou d'une attestation de l'éditeur ou du concepteur du logiciel lors d'un contrôle des vérificateurs. On verra les modalités de contrôle. Tout ça a été abondamment commenté par l'administration fiscale dans 2 instructions. D'abord, une première instruction qui concerne l'obligation d'utilisation des logiciels ou systèmes de caisse, qui est l'instruction cœur du sujet, et qui est précitée, que vous voyez aujourd'hui sur le diapositive qui vous est présenté. Et puis la deuxième est importante à connaître, c'est qu'elle explique comment le vérificateur va procéder à ces contrôles qui se font soit de façon inopinée, soit de façon courante lors d'une vérification de comptabilité classique sur place, puisque le vérificateur peut demander, dans le cadre de ses investigations, la présentation aussi de ce certificat. Le troisième BOFIP, la troisième instruction que vous avez sous les yeux, donc elle est importante aussi à connaître puisqu'elle vise les logiciels permissifs, donc toutes les situations où un logiciel ou un système, pas seulement de caisse, peut être considéré par l'administration fiscale comme frauduleux. Pour résumer, à partir du moment où le logiciel permet a posteriori de modifier, altérer, supprimer, réindexer des enregistrements, il est potentiellement dans le champ de la fraude et donc fraude qui est répréhensible. Donc qui est concerné très rapidement toutes les opérations qui sont réalisées avec des clients non assujettis à la TVA, en clair avec des particuliers, c'est donc le B2C. Excusez-moi. Je suis désolé, je coupe mon téléphone, ça n'était pas prévu. Et peu importe qu'il s'agisse d'un logiciel comptable, d'un système de gestion ou d'un système de caisse. Donc ce n'est pas la qualification, la dénomination du logiciel qui donc entraîne l'entrée dans le champ d'application, c'est le fait que ce logiciel dispose d'une fonction de caisse, d'une fonctionnalité de caisse. Qu'est-ce qu'une fonctionnalité de caisse? Nous le verrons juste après. Mais comme je vous le disais, à ce moment-là, vous avez une fonctionnalité de caisse, quel que soit le nom de ce logiciel, vous devez garantir les 4 critères qui sont l'inaltérabilité des données de règlement des clients particuliers, la sécurisation de ces données par différents procédés techniques, par exemple une signature électronique ou un chaînage des enregistrements les uns avec les autres, la conservation de ces données pendant 6 ans, c'est l'article 102B du livre des procédures fiscales. C'est une obligation plus générale qui s'applique aussi aux données de caisse. C'est une obligation qui s'applique d'ailleurs plus généralement dans tout le champ du contrôle fiscal informatisé pour les données qui permettent de justifier des écritures comptables ou bien des lignes de déclaration fiscale. Et enfin, l'archivage, nous verrons que c'est une obligation par exercice ou par année civile qui est très importante, qui va être un enjeu pour 2019. Il va falloir archiver les données de 2018. 2018, précisément, c'est une année pédagogique, donc c'est l'expression qu'a employée la directrice du contrôle fiscal au sein de la DGFIP lors du colloque que nous avions organisé le 11 janvier dernier. Année pédagogique, en fait, il s'agit que chacun prenne conscience de ses obligations, se mette en conformité, et à partir du moment où on peut démontrer qu'on a engagé l'action de mise en conformité en tant qu'éditeur, ou qu'en tant qu'entreprise, on s'est adressé à son éditeur pour lui demander l'attestation ou la certification, à ce moment-là, l'administration fiscale tient compte de cette démarche. Et le contrôle se fait lors de la visite inopinée du vérificateur, comme vous l'indiquez, ou lors du contrôle classique de comptabilité. S'il n'y a pas cette détention du certificat, pendant l'année 2018, il y aura une application mesurée des règles. La question est de savoir, c'est une question j'imagine que vous pourriez nous poser, comment ça se passera pour les intégrateurs. Je vous propose qu'on voit ça lors de nos questions-réponses tout à l'heure en fin de présentation. Alors, la question est de savoir, plus précisément, on en vient au cœur de notre webinaire, si les intégrateurs sont concernés, si les sites de e-commerce sont concernés, et qu'en est-il des logiciels ou des développements à partir de noyaux libres. Vous savez, le logiciel libre, par essence, c'est un noyau qui est modifiable sans
licence contraignante de l'éditeur, c'est-à-dire que vous avez la liberté de modifier le code, il est accessible, mais vous devez contribuer à la communauté du libre pour vos développements en les partageant avec les autres notamment. Donc un contrat de logiciel libre est beaucoup moins contraignant. En ce qui concerne le e-commerce, il n'y a pas d'exclusion de principe d'un secteur d'activité ou d'un mode de commercialisation donné. Il n'y a pas en principe, en théorie, une sortie du champ d'application du texte des sites de e-commerce ou des plateformes d'échange électronique, de mise en relation. En revanche, il y a une tolérance que l'administration a introduite dans sa dernière version de l'instruction qui est donc parue le 4 juillet dernier. Cette tolérance prévoit que si le site de e-commerce, mais aussi tout commerçant, accepte des paiements uniquement en carte bleue ou bien par virement, dans une banque qui accepte de faire droit à la demande de communication de l'administration fiscale, communication des données de règlement des clients particuliers, à ce moment-là, dès lors que c'est une banque française, c'est-à-dire un établissement de crédit au sens du Code monétaire et financier français, ou bien un établissement bancaire au sens de directives européennes, et qu'elle permet d'accéder à ces données de paiement de particuliers, à ce moment-là, on peut, par tolérance, sortir du champ d'application, mais nous allons voir que ça pose quand même un certain nombre de questions pratiques. J'alerte aussi chacun sur le fait que sont dans le champ les sociétés qui sont mandatées pour la gestion des règlements d'entreprise. Vous êtes une entreprise, vous mandatez une société pour émettre vos factures auprès de vos clients et éventuellement gérer l'encaissement. À ce moment-là, ces sociétés qui sont mandatées, dès lors qu'elles utilisent des logiciels pour enregistrer ces règlements, sont aussi dans le champ. Donc, d'une manière générale, on peut faire un commentaire, c'est que le champ d'application de la loi est extrêmement large. Alors, plus concrètement, quels sont les logiciels et les systèmes visés? Alors, la définition qu'a apportée en juillet l'administration fiscale sur la fonction de caisse, c'est qu'un logiciel ou système de caisse est un système informatique qui mémorise et enregistre extracomptablement les règlements des particuliers. Donc, le point qui est important, c'est que n'est pas considéré comme une fonction donc, de caisse, comme une fonction extra-comptable, c'est l'expression exacte de l'administration fiscale, un logiciel ou un système qui est capable de générer immédiatement, concomitamment, donc systématiquement, automatiquement, sans intervention humaine, une écriture comptable. Et une écriture comptable, ça veut dire une écriture comptable valide, donc validée par un brouillard, pas une écriture en projet, un projet d'écriture en brouillard. Donc, ça veut dire que le logiciel soit capable de gérer ces trois critères, le systématisme, l'instantanéité et l'automatisme, donc pas d'intervention humaine, pas d'action de validation humaine par un comptable, mais un système, par exemple un ERP, qui serait capable de générer automatiquement ces écritures. En pratique, c'est quand même très difficile à mettre en œuvre, parce que bien souvent les logiciels ont un décalage entre l'enregistrement des règlements clients et la génération des écritures comptables. Et ce décalage est plus ou moins long. Puis dès qu'on a un système avec des brouillards d'écriture, la vocation de brouillard, c'est d'attendre un certain temps avant de valider les écritures comptables. Vous savez qu'il y a d'ailleurs des tolérances pour les experts comptables en la matière qui peuvent attendre la fin de l'année fiscale, plus exactement la date de télédéclaration de l'alias fiscal annuel pour valider les écritures. On n'est évidemment à ce moment-là pas exonéré du champ d'application donc de la législation sur les systèmes de caisse dès lors qu'on enregistre des règlements de clients particuliers. C'est donc une fonction de caisse si on n'est pas capable de générer ces écritures comptables immédiatement. C'est un point de discussion encore avec l'administration d'ailleurs, parce que nombre d'éditeurs vont rencontrer des difficultés sur le sujet et nous avons à nouveau des échanges avec la DGFiP pour bien préciser et comprendre l'application de ce dispositif qui est tout nouveau, qui date de juillet dernier. Donc, retenez, comme je vous le précisais déjà, que la qualification de logiciel importe peu, c'est la fonction de caisse qui fait donc la rentrée dans le champ, et on peut avoir des logiciels multifonctions, aussi bien de logiciels comptables, logiciels de facturation, CRM, ou bien logiciels et systèmes de caisse classiques. Et s'ils ont cette fonctionnalité de caisse, ils sont dans le champ, même s'ils ont d'autres fonctions.
c'est ce schéma que vous voyez sous les yeux, les couleurs sont peut-être pas très lisibles. On peut être à l'intersection de la fonction comptable, de la fonction de gestion au sens large, facturation notamment, et de la fonction de caisse, et c'est cette fonction qui fait rentrer dans le champ. Donc, les modes de règlement ne permettent pas, en principe, de s'exonérer du champ. Je m'exprime mal, je voudrais plutôt dire que peu importe le mode de règlement, si vous avez plusieurs modes de règlement et que vous n'avez pas exclusivement des règlements en carte bleue ou par virement, à ce moment-là, donc vous êtes potentiellement dans le champ. Il n'y avait pas au départ une distinction selon le fait qu'on est payé en espèces ou pas. Vous pouvez être payé en chèque, vous pouvez être payé par virement et ajouter à côté tout autre type de paiement. À ce moment-là, vous rentrez dans le champ. C'est uniquement si on est payé en carte bleue ou en virement que éventuellement, on peut être exclu du champ. Donc, cette tolérance, justement, que j'évoquais, elle pose un certain nombre de problèmes. Il faut que tous les paiements reçus en contrepartie soient donc des paiements en carte bleue dans un établissement de crédit qui fait droit à la demande de communication de l'administration fiscale. C'est le texte que vous avez sous les yeux. Et encore faut-il une intermédiation directe. Et ce qu'est une intermédiation directe n'a pas encore été précisé par l'administration fiscale dans son instruction. C'est une question que notre groupe de travail a posée à l'administration fiscale, donc tout récemment, début septembre. On attend, j'espère, une réponse pour la fin de l'année. Ça suppose d'ailleurs que les banques aient archivé les données correspondantes et les durées de conservation dans les différents pays ne sont pas forcément harmonisées. Donc il conviendra de regarder, si on veut rentrer dans cette exonération, si l'établissement dans lequel vous encaissez les règlements de clients particuliers, eh bien, conserve les données, puis surtout est qualifié comme un établissement bancaire au sens du droit français ou un établissement de crédit. Donc vous reprendrez ce point en détail à travers les différentes publications que l'Académie va faire sur le sujet. On a aussi une autre difficulté, c'est que quand on est un commerçant physique, il est bien difficile de refuser les paiements en espèces. Et tout simplement, c'est un délit au sens du code pénal. Donc, en dessous de 1 000 € en France, l'euro a cours et on est obligé de se faire payer et d'accepter plutôt les règlements en espèces. Donc, la mise en pratique de cette législation est loin d'être facile. Donc, quelles sont les conditions à respecter pour être conforme? Premièrement, l'inaltérabilité. Deuxièmement, sécurisation. Troisièmement, conservation et archivage. J'y reviens. On va les reprendre rapidement. L'inaltérabilité, c'est le fait d'empêcher un accès à l'utilisateur qui lui permettrait éventuellement de modifier a posteriori des données qui ont été figées, qui ont été validées par le système. Bon, j'ai enregistré mes paiements dans ma caisse, je ne peux plus revenir dessus et le système va m'empêcher de pouvoir le faire. C'est la même notion que l'irréversibilité des écritures comptables ou l'intangibilité, l'intégrité des factures qui sont émises vers des clients. Et l'inaltérabilité, c'est vraiment donc s'assurer cette impossibilité de modification. Les seules corrections possibles, c'est par plus ou par moins des ajouts ou des modifications par écriture, entre guillemets. Si on était dans un système comptable, ce serait des contrepassations et de nouvelles écritures. Dans une caisse, c'est des plus, c'est des moins. On n'efface pas l'enregistrement de base, on ne fait que rajouter des corrections en moins ou en plus. La sécurisation, c'est de la technique informatique, il s'agit de signer ou de chaîner, mais on peut utiliser éventuellement d'autres systèmes. Certains ont même songé à la blockchain, mais ça nous amènerait loin dans les discussions, on pourra y répondre ultérieurement. L'administration laisse libre d'ailleurs sur ce plan du moment que vous ayez un système fiable qui empêche donc les modifications des écritures. La conservation, il faut conserver les données dans le logiciel et éventuellement vous pouvez les archiver ou vous devez les archiver dans certaines situations. Et cette conservation se fait pendant 6 ans. L'archivage, le but c'est de constituer des copies de données pérennes, c'est-à-dire de vous mettre en état de restituer ces données lors du contrôle fiscal dans un format non propriétaire, c'est-à-dire un format qui peut être lu par le vérificateur. En traçant tout ce qui est fait. La fonction d'archivage qui est garantie par l'éditeur, c'est la capacité à générer le fichier d'archive. Ce qui revient à l'utilisateur, c'est le fait de réaliser lui-même ce fichier d'archive. Et attention, il va falloir arrêter tout le monde à compter de l'année prochaine. Il va falloir commencer à archiver 2018, donc, et chaque année recommencer à archiver ces données, puisque l'obligation est en fait par exercice ou par année civile. Donc, comme je le disais,
il y a un gros travail à envisager du côté de l'utilisateur. Aujourd'hui, peu sont informés ou peu sont prêts et les solutions sur le marché ne sont pas forcément toutes disponibles. Donc ce format est un format non propriétaire, c'est du texte ou du CSV. Donc c'est le format classique. Le LPF 47 A2 nous demande donc la communication de ces données, c'est-à-dire dans le cadre d'un contrôle fiscal informatisé, c'est une demande de traitement informatisé. Et le format, c'est défini par le A47A2 du livre des procédures fiscales, du texte structuré en fait. Alors la périodicité de l'archivage, je me répète, mais je crois que c'est important de marteler ça, c'est à la fin de chaque exercice comptable ou à la fin de chaque année civile et éventuellement, chaque fois que vous purgez les données, entre deux exercices, si pour des questions de place mémoire, vous devez libérer de la place sur la carte SD, sur le disque dur, à ce moment-là, il faut extraire les données. Il n'y a juste que quelques données de récapitulatives qui sont conservées dans le système, de totalisation des recettes, mais vous devez sortir ces données en format archive et les conserver pendant 6 ans. La difficulté, c'est que le support doit être pérenne. Donc oui, on peut le faire sur un disque dur, une clé USB, mais est-ce que vraiment pendant 6 ans, on est certain que ces données soient pérennes et que surtout on ne puisse pas les modifier? Sans doute une des meilleures solutions, c'est de faire appel à un tiers archiveur qui respecte la norme NF Z42013, qui est la norme AFNOR, normalisation qui a été faite avec la Fédération nationale des tiers de confiance, donc qui est en fait l'organisme qui réunit tous les tiers archiveurs. Alors tout ça nous amène quand même au cas particulier des intégrateurs. Cette grande introduction, c'est pour vous rappeler le contexte donc, du texte, mais nous ne serions pas autour de la table à répéter cela s'il n'y avait pas une difficulté particulière pour les intégrateurs, les éditeurs en mode SaaS et les éditeurs de logiciels libres. Et donc Thomas va nous expliquer cette particularité. Alors du coup, effectivement, par rapport aux 4 critères qu'évoquait Marc et qu'il est nécessaire de s'assurer qu'ils sont respectés au niveau des fonctionnalités de caisse, dès lors que vous allez mettre à jour, modifier un logiciel et les parties des logiciels qui vont impacter ces 4 critères, vous allez donc devoir démontrer que les modifications réalisées sont réalisées en conformité avec les exigences que l'on vient d'évoquer. Et du coup, il va y avoir une nécessité de certifier ou dans certains cas d'attester de cette conformité-là. Et donc effectivement, dans le cadre des métiers des intégrateurs, c'est quelque chose qui va être fait de façon récurrente. L'intégrateur va venir modifier certains des paramètres qui impactent les 4 critères. Et donc, il peut être amené à devoir justifier de la conformité aux exigences réglementaires. Alors, quels sont les cas où la certification est obligatoire? Le premier cas, ça va être le cas des logiciels qui sont développés en interne d'une entreprise qui donc va développer un logiciel qui comporte des fonctionnalités de caisse pour son utilisation propre. Le cas des logiciels aussi développés par un intervenant qui n'est pas considéré comme un éditeur, donc qui n'est pas installé sur la place et reconnu comme étant un éditeur de logiciel, comme ayant cette compétence-là. Et dans ce cas-là, son produit devra être certifié. On va retrouver le cas des logiciels libres, effectivement, où là, il faut faire très attention. Dès lors que vous allez utiliser un logiciel libre, modifier les paramètres qui vont toucher les 4 critères que l'on a évoqués, vous allez rentrer dans le champ où la certification est obligatoire. Voilà, donc il faut bien faire attention à ces différents cas où la certification va être obligatoire. Alors, dans le cadre de la nouvelle instruction qui a été publiée en juillet cette année, il y a de nouvelles dispositions qui ont été introduites, et notamment la possibilité, lorsqu'un logiciel va être composé de différentes briques, de différents modules qui chacun peuvent être amenés à toucher, à traiter l'un des 4 critères, hein, l'inaltérabilité, la sécurisation, la conservation de l'archivage. Il va être possible, notamment lorsque les éditeurs de ces différents modules sont différents, chacun de ces éditeurs va pouvoir faire certifier ou attester cette brique, ce module, qui pourront être ensuite utilisés dans le cadre d'un système plus complexe qui va venir finalement assembler ces différents modules. Donc ça, c'est une nouvelle disposition introduite par la nouvelle instruction
qui est bien pratique puisqu'elle va pouvoir traiter le cas, notamment lorsque ces briques étaient réalisées par des intégrateurs, des éditeurs différents. Alors, on en vient au sujet lié au webinaire d'aujourd'hui, la problématique des intégrateurs. Donc, il faut bien voir qu'un intégrateur ne va déjà pas être nécessairement l'éditeur du logiciel qui va être intégré, la solution qui va être intégrée. Cette solution va être équipée de différentes briques et il va finalement, pour chacun de ses clients, il va venir modifier les paramètres qui vont venir traiter des 4 critères que l'on a évoqués. Et donc, dans le cadre de la réglementation, si l'obligation de certification, il pouvait être amené à se retrouver, à devoir certifier chacun des produits qu'il aura intégrés chez chacun de ses clients, avec un intégrateur classique qui va intégrer plus d'une centaine de cas par an. Il se retrouvait ainsi à devoir certifier une centaine de produits par an, ce qui était évidemment pas viable pour lui et aussi pour les organismes de certification. Voilà. Donc, ce qui a été accepté par l'administration, c'est qu'on puisse considérer qu'une fois qu'il assemble ces briques, ce service qui consiste à assembler ces briques, ces modules, de façon à démontrer que l'ensemble répond aux exigences de la réglementation, soit considéré comme un service qui puisse être certifié. Donc on va certifier ici le service réalisé, la prestation réalisée par l'intégrateur, et non plus le produit. Et il se retrouve du coup à avoir une certification de service qui lui est propre. C'est lui qui est certifié et pas chacun de ses produits, avec donc une seule certification à réaliser. Voilà. Donc, c'est effectivement ce que je viens de dire, c'est que donc, dans le cas des intégrateurs, ce qu'accepte l'administration et ce qui est bien prévu dans le cadre de la nouvelle instruction qui a été publiée en juillet, c'est que la DGFiP va considérer que le service réalisé par l'intégrateur doit ainsi être certifié. C'est une obligation qui est donc complémentaire à la certification de produit, c'est-à-dire que lorsque la solution qui va intégrer a déjà des briques ou des modules qui sont certifiés ou attestés, cela ne dispensera pas l'intégrateur de devoir se certifier, d'avoir une certification de son service destinée à s'assurer que l'assemblage, l'intégration de l'ensemble de ces briques permet de répondre aux exigences réglementaires. Alors, depuis le début, je parle de certification. Une certification, c'est réalisé par rapport à un référentiel qui, bien évidemment, va se baser sur les exigences réglementaires. Qu'est-ce qu'un référentiel? Alors, c'est une notion qui est bien codifiée par les textes réglementaires. Dans le cadre de la certification de produits ou de services, c'est des choses qui sont prévues au Code de la consommation, notamment à l'article que vous voyez là dans le slide, qui va prévoir qu'un organisme de certification de produits ou de services va devoir rédiger un référentiel sur lequel il va se baser pour réaliser les évaluations qui vont pouvoir donner lieu à une certification. Ce référentiel, il va être rédigé en s'assurant de consulter l'ensemble des parties intéressées et ça va être codifié à travers une norme, la norme que j'ai placée là dans le slide, qui est la NFX 50067, qui va donc bien prévoir qu'on doit s'assurer que l'ensemble des parties intéressées sont interrogées et sollicitées dans le cadre de l'édition de ce référentiel. Les parties intéressées ici, ça va être évidemment les éditeurs de logiciels, les intégrateurs, les utilisateurs de ces solutions, l'administration, les experts comptables, etc. Donc vous allez retrouver différents référentiels qui vont permettre de démontrer la conformité aux exigences réglementaires. Il va y avoir donc le référentiel développé par le NE et les différents organismes de certification pour la certification, donc les certifications obligatoires. Il va y avoir les référentiels qui est produit actuellement par l'Académie, qui est alors un référentiel destiné à avoir un document commun pour travailler pour les gens qui vont choisir d'avoir recours
à l'attestation, lorsque la certification n'est pas obligatoire. Et on travaille effectivement tous ensemble pour s'assurer que ces différents référentiels soient homogènes. Donc ces référentiels, ils sont là aussi parce que le législateur, si vous regardez les instructions qui ont été produites, n'est pas allé jusqu'à rentrer dans le détail des cahiers des charges ni des solutions techniques qui peuvent être mises en place pour démontrer la conformité aux quatre grands critères qu'on en a évoqués à l'instant. Donc les référentiels vont permettre de définir, de donner des exigences avec une orientation un peu plus technique et précise qui vont permettre donc de démontrer la conformité aux exigences réglementaires. Donc c'est une sorte donc de cahier des charges technique, d'où la nécessité de bien solliciter les parties intéressées, notamment les intégrateurs et les auditeurs, de façon à avoir des solutions techniques le plus facilement applicables au jour le jour. Et aussi, d'ailleurs, de façon à pouvoir faire... Il est plus facile de faire évoluer un référentiel de certification qu'un texte de loi. Donc, on est dans un secteur où les solutions techniques vont évoluer de façon très récurrente, très rapide, dans ces secteurs-là, et ces référentiels vont pouvoir être adaptés afin de tenir compte des dernières évolutions technologiques. Alors pour revenir à la certification de service, donc qui va concerner les intégrateurs, je vous disais tout à l'heure que la dernière instruction publiée en juillet avait introduit cette dernière notion de certification de service. Je vous ai mis là dans le slide le texte exact qui introduit le sujet. Donc, je vous propose de lire ensemble. Donc, dans le cas d'une chaîne complexe d'intervenants, il est possible de faire certifier ou d'attester chaque brique qui va composer un système d'encaissement. À charge pour l'assujetti de réunir tous les documents qui va lui permettre de justifier de la conformité du système ainsi constitué. Et pour cela, et là donc c'est la phrase clé pour le sujet, l'intégrateur qui va intégrer toutes ces briques et modules doit recourir, donc c'est une obligation, en plus de la certification de l'attestation de chacune des briques, à une certification de service qui va être délivrée par un organisme accrédité par le COFRAC, dans les conditions prévues à l'article du Code de la consommation, qui est l'article que j'évoquais tout à l'heure. Donc il y a bien une obligation pour les intégrateurs d'avoir recours à cette certification de service. Et les organismes qui vont pouvoir réaliser cette certification de service, ça va être des organismes de certification qui bénéficient d'une accréditation, donc en France par le COFRAC, tel que le LNE. Alors cette accréditation, je vous donne l'information, qui s'applique aux organismes de certification, elle est réalisée suivant une norme, donc qui va nous intéresser principalement, nous, organismes de certification, qui est la norme ISO 17065, qui est une norme qui vise les organismes de certification de produits et de services. Et donc, par produits et services, ce que dit cette norme, on va retrouver les matériels, les produits transformés, les logiciels et les services définis comme étant le résultat généralement immatériel d'au moins une activité réalisée nécessairement à l'interface entre un fournisseur et un client. Donc le cas des intégrateurs, c'est bien ça, c'est bien ce dernier cas. Pour vous donner un exemple très rapide de certification de service qu'a d'ores et déjà développé le LNE, on a par exemple une certification des prestataires de dépollution des sols, où là, finalement, plutôt que venir s'assurer que chaque prestataire va appliquer correctement la réglementation chantier par chantier, et finalement certifier chaque sol dépollué, on va plutôt certifier le service rendu par les prestataires, avec donc une seule certification qui va être relative aux prestataires. Alors, la question va être comment appliquer une certification de service au système de caisse, maintenant qu'elle est prévue par la nouvelle instruction. Là, dans le cadre d'une certification de service d'un intégrateur, l'objet des évaluations consistera à s'assurer de la capacité d'un intégrateur à réaliser des intégrations qui vont bien tenir compte des 4 critères que l'on a évoqués, et donc des exigences réglementaires.
Pour cela, on va devoir donc rédiger un référentiel de certification qui va permettre de répondre à cette nouvelle instruction, qui devra donc être conforme à la norme d'accréditation que j'ai évoquée, qui devra être, comme je l'ai évoqué, bâti avec l'ensemble des parties intéressées, et donc notamment les intégrateurs, qui devra comprendre des exigences relatives au processus d'intégration, comment les intégrateurs vont intégrer ces fonctionnalités de caisse, comment ils vont s'assurer qu'ils sont conformes aux exigences réglementaires. Et je pense, pour avoir un niveau d'équivalence suffisant avec la certification de produit, prévoir l'examen d'un logiciel intégré. Alors, quel calendrier? Donc, je vous le disais, l'instruction là est parue en juillet. Si un référentiel, ça ne se fait pas du jour au lendemain, évidemment. Il faut, comme je vous le disais, consulter les parties intéressées. Donc, pour cela, il faut monter un groupe de travail qui aura pour objet de rédiger le référentiel qui servira de base aux évaluations des intégrateurs, faire ensuite valider ce référentiel par l'ensemble des parties intéressées, et notamment les intégrateurs et l'administration. Et un calendrier raisonnable, c'est 5 à 6 mois pour faire cela. Voilà. Je passe maintenant la parole à Guillaume. Merci Thomas, merci Marc, merci d'avoir plus que débroussaillé le terrain. Donc, j'anime donc le groupe de travail intégrateur, donc pour lequel il y a présent actuellement que des intégrateurs, mais on l'a dit déjà précédemment, en tout cas Marc, sur le fait qu'il va falloir que ça s'étende aussi aux logiciels libres demain et aussi aux offres SaaS, sachant que pour les offres SaaS, la difficulté c'est que lorsqu'on fait une certification produit ou une attestation, elle s'attache à une version du produit, et en SaaS, on a plutôt une version hebdomadaire, mensuelle, enfin quelque chose qui évolue très longtemps. Et bien sûr, le monde libre également, parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir obtenir du monde libre qui certifie ou atteste ces produits. Donc, quels sont les objectifs du groupe de travail? C'est justement de définir ce sur quoi, à l'avenir, nous nous engageons, et surtout ce que nous sommes capables de faire. Donc, en premier lieu, ça s'attache à interpréter ce qui a été paru par l'instruction et le BOFIP concernant cette certification. Donc, en distinguant effectivement ce qui est couvert par la certification ou attestation produit et ce qui est couvert par la certification de service. Il est clair que si nous, intégrateurs, nous rajoutons une brique dans le système complexe pour pouvoir interfacer 2 briques existantes dans le système qui sont par ailleurs certifiées ou attestées, il va être de la réalité de la mise en place de cette brique de produire une attestation ou une certification. Maintenant, à partir du moment où on va déployer des logiciels certifiés ou attestés, effectivement, le cadre de la certification de service, y compris sur des logiciels haute mode paramétrables, va nous couvrir sur la partie paramétrage, interfaçage des données, reprise historique. Et par rapport à ces éléments, le groupe de travail est en train de définir la première ébauche du document sur lequel on va travailler, et je l'espère ensemble demain, sur différents thèmes. Donc bien sûr, la formation des collaborateurs. Il est clair qu'on ne va pas, sur l'ensemble des projets, pour les clients qui seront concernés dans le champ d'application de la loi, laisser les collaborateurs sans définir vraiment ce qu'ils doivent savoir autour de ce sujet et l'appliquer dans les éléments. Ça peut être aussi la sensibilisation des équipes, puisqu'il y a des choses qu'il ne faudra absolument pas faire. Donc, ou le quorum de personnes devant être certifiées, ou connaissance du sujet sur les projets en question. Les contrats aussi, les contrats vis-à-vis de nos clients, on sait bien que c'est le cadre qui définit nos responsabilités. Il est clair que dans ces contrats, il va falloir ajouter quelque chose pour signifier que le client est dans le champ d'application ou ne l'est pas. Et s'il l'est, s'il ne l'est pas et qu'il le devient un jour, qu'il doit nous signifier ces informations. Alors bien sûr, le paramétrage, les bonnes pratiques, ce sont les éléments que nous sommes en train de définir et qu'il faudra qu'on définisse en vue d'établir le référentiel. La reprise historique, où là c'est un élément assez facile à attester. Les exemples que l'on prend, c'est qu'on reprend l'historique bien sûr des données, mais par contre on demande à ce que la production de la preuve des éléments d'inaltérabilité, de respect des 4 principes, soit donnée par le logiciel précédent et non pas le fait que dans le système cible, on ait repris un certain nombre d'historiques pour pouvoir faire des comparaisons de périodes N, N-1 par exemple.
Alors après, nous allons avoir le travail le plus conséquent, enfin en tout cas de ce que nous avons pu auditer à l'heure actuelle des travaux que nous effectuons, autour de tout ce qui va être interfaçage des différentes briques, avec différents modes d'interfaçage. Bien sûr, on a l'interfaçage classique, avec du transcodage qui va permettre de dire je change une donnée de l'information parce que les systèmes n'ont pas le même référentiel, mais on va aussi avoir des interfaçages sur lesquels on va avoir de la transformation de données, qui est parfois prévu par les logiciels sur lesquels on travaille, mais aussi qui va être quelque chose qui va être produit parce qu'on va rajouter une brique complémentaire. Alors les sujets ne manquent pas, hein, et pour pouvoir être plus pragmatique sur les éléments, je vais vous présenter 2 sujets sur lesquels nous avons commencé à travailler et qui sont des réflexions du groupe de travail, des propositions que nous mettons en place. Donc la première, c'est celle qui définit donc les interfaces. Alors nous sommes en face d'un système complexe, donc un système complexe peut faire intervenir finalement, ne serait-ce que par une interface entre 2 systèmes, 2 éditeurs différents, 2 intégrateurs différents, et donc du coup il va falloir bien définir les éléments de recevabilité en fonction des différents interlocuteurs. Alors la loi sur le respect des 4 principes, surtout celui de l'archivage, l'inaltérabilité, peut avoir des conséquences plus ou moins importantes par rapport à ce que l'on s'oblige à faire en termes de bonnes pratiques. Il est clair que crypter les données, les archiver, être capable de les produire en format texte lisible par l'administration, c'est quelque chose qui ne va pas être possible. Et donc du coup, on se prémunit par rapport à ça de 2 éléments où en fait on se responsabilise sur la demi-interface, donc l'interface entrante et l'interface sortante, qui seront elles-mêmes sujettes à devoir conserver les données d'une certaine manière pour que l'on puisse prouver à un instant T que les éléments échangés n'ont pas été modifiés entre le système source et le système cible. D'accord ? Alors après, quand on est sur l'échange de fichiers, c'est assez simple. Quand on est lecteur de table, c'est aussi le même principe. Quand on est en technologie web service, qui était aussi une interface que nous utilisons souvent, là, on peut finalement être certain qu'il n'y a pas d'intervention humaine dans les éléments et que, comme c'est un travail en mémoire, qu'il n'y a pas de dépôt de fichiers ou que ce soit, l'altération des données par l'utilisateur va être beaucoup plus difficile à entreprendre. Donc, sauf s'il y a bien sûr la présence d'un SAS, c'est-à-dire certains systèmes comptables ou certains systèmes finalement avant d'autoriser l'entrée, enfin donnent la possibilité à l'utilisateur avant d'autoriser l'import des éléments dans le système, de pouvoir valider ou non ces imports, et dans ce cas-là, il y a un impact humain et donc on devra aussi sécuriser même si on fait appel à des web services. Autre exemple, c'est celui qui nous concerne tous. Dès qu'on fait une interface, il y a presque tout le temps un transcodage. Alors, il est assez simple en début du projet, ce transcodage, puisque en général, il est produit par l'intégrateur et à un instant T, on donne le système à l'utilisateur pour qu'il puisse entreprendre ses interfaces. Mais bien sûr, la création des comptes existe, la création des tiers existe, et il faut bien le maintenir, ce transcodage. Donc là encore, il va bien falloir définir les recevabilités autour de ce transcodage et du maintien de ces informations dans le temps. Alors là, c'est 3 exemples de propositions, mais pour l'instant, elles ne sont pas arrêtées. La première, c'est de dire effectivement que c'est du fonctionnel et que ça se relève complètement de la réactivité du client. Mais auquel cas, il faut au moins que ce soit écrit quelque part pour que le client ait connaissance que ce soit de sa responsabilité et que ce soit quelque chose de déposé et connu du client. Ou bien prendre la décision d'interdiction, de modification du transcodage, et donc du coup ne pas laisser à l'utilisateur la possibilité de faire vivre ce transcodage, et dans ce cas-là, ça reviendra encore à la responsabilité de l'intégrateur. Aussi, on peut tracer le travail donc, de l'intégrateur pour le couvrir sur le périmètre qu'il a livré à un instant T et dire que toute modification qui aurait pu être opérée par la suite est de la responsabilité du client. Alors, par ces quelques exemples, j'espère que j'aurais pu vous démontrer que si nous ne nous organisons pas, si nous ne définissons pas ensemble les bonnes pratiques, le fait de devoir respecter les 4 critères va potentiellement avoir un impact économique pour nous et donc du coup qu'on va devoir faire, enfin qu'on va certainement répercuter à nos clients. Et donc le fait de pouvoir participer à ce groupe de travail, c'est justement de définir ce que nous pensons devoir mettre en place pour répondre aux attentes de l'esprit de la loi, mais tout en regardant ce qui est réalisable et économiquement viable pour nos clients. Donc cet élément-là est quand même pas neutre.
il est clair que ça a un coût. Plus nous échangeons lors du groupe de travail, plus nous apercevons qu'on pourrait aller très loin. Si je reprends l'exemple de l'interface, le cryptage des fichiers conservés de l'interface, le fait de l'archiver, le fait de pouvoir produire auprès de l'administration dans un format lisible l'ensemble des fichiers échangés entre deux systèmes devient quelque chose de vraiment incommensurable. Alors, à l'heure actuelle, le groupe de travail a commencé. Donc, nous avons les réseaux sociaux qui sont ici présentés, donc qui sont des intégrateurs. Nous avons même donc un éditeur qui est présent, non pas pour son produit ou ses produits, mais juste pour son activité de delivery qu'il fait auprès de ses clients en vente directe. Donc, là, le problème que nous rencontrons par rapport à ce groupe de travail, c'est que nous sommes un groupe de travail, si nous reprenons les éditeurs qui sont présents ici, qui sont Sage, Cegid et Microsoft. Maintenant, il y a bien plus de solutions en France qui sont déployées chez tous nos clients et nous ne sommes pas assez représentatifs. Alors, nous avons aussi des éditeurs SaaS qui sont présents avec nous, qui sont présentés ici, donc, dont l'éditeur Sage aussi, pour cette fois-ci, pour ses produits. Et donc, ça fait 2 fois qu'on le dit dans les slides, pourquoi par vous? Nous avons vraiment, effectivement, et c'est un peu le but de ce séminaire aujourd'hui, de vous sensibiliser sur le fait que cette loi vous impacte et que pour que le référentiel puisse vivre et qu'on ne nous impose pas des éléments pour qu'en tout cas on soit maître de ce que nous voulons mettre en place sur les bonnes pratiques tout en respectant l'esprit de la loi, il est nécessaire qu'on soit beaucoup plus représentatif pour représenter un référentiel qui pourrait être repris lors de la certification. Je vous propose, merci beaucoup Guillaume, qu'on aborde vos questions. Mais en préalable, je voudrais vous dire que bien entendu la vidéo de cette présentation sera disponible sur le site de l'Académie comme les précédentes. Rapidement, on va tout faire pour pouvoir la publier rapidement. Donc, elle est enregistrée, elle sera disponible, mais j'attire votre attention sur le fait qu'il y a un certain nombre de questions qui ont déjà été traitées lors du webinaire du 4 juillet et que ces vidéos sont aussi disponibles sur le site de l'Académie. De même, vous avez des dossiers, des articles dans différentes revues qui sont accessibles. Ça ne résout pas pour autant la totalité des questions. Alors, il y a des questions donc sur la problématique de l'éditeur et de l'intégrateur. On va peut-être commencer par les questions qui sont le cœur du webinaire et puis on reprendra les questions plus générales après. La question donc, que nous posent certains, c'est nous sommes l'éditeur mais nous sommes aussi intégrateur. Est-ce que nous devons certifier la partie intégration? Je vais donner mon point de vue, puis surtout mes camarades de jeu vont donner le leur. Moi, il me semble que oui, parce qu'en fait, il y a 2 voies. La première, c'est que soit parce que vous faites une intégration, vous modifiez un des 4 critères, et ça devient donc un spécifique, entre guillemets, soit vous décidez que vous vous conformez à la certification produit et vous refaites certifier ce nouveau produit dès lors qu'un des 4 critères est touché par le travail d'intégration. Si ça n'est pas le cas, ça n'est pas la peine. Donc ce n'est pas une version majeure, au sens du texte édicté par l'administration fiscale, est une version majeure et donc modifier une version qui touche par la programmation un des 4 critères. Donc le travail d'intégration, il peut être choisi vers la voie produit ou vers la voie intégration. Il y a beaucoup d'éditeurs de ERP qui ont, par exemple, l'intégration dans leurs prestations, effectivement, et qui adaptent un cœur de système, un cœur de logiciel à l'activité du client. C'est l'objet de l'intégration. Et bien, dans ce cadre-là, la meilleure solution, c'est l'intégration de services. C'est pourquoi Sage, par exemple, est présent au groupe de travail et on vous invite largement à participer à ce sujet. Guillaume, tu as peut-être des commentaires par rapport à ça? Je voulais juste préciser que dans le BOFIP, effectivement, il est dit que c'est la responsabilité de la dernière personne qui modifie le code du produit qui porte la responsabilité de l'attestation de certification au titre de l'éditeur. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, il ne faut pas penser que l'éditeur, pour ses prestations d'intégration, est dédouané parce qu'il a la certification produit ou l'attestation de son produit. Comment? Vous avez tout dit. Tu vas peut-être aborder un autre sujet, c'est le coût estimatif d'une démarche de certification. Alors, c'est un sujet délicat parce que ça dépend du travail d'intégration, mais en faisant référence à l'ISO 17065, comme nous pose la question à un participant, ça impacte quoi en fait? Bien sûr. Évidemment, ce coût sera très largement dépendant de ce qui sera dans le référentiel qui va sortir là pour répondre à la certification de service. Il sera de toute façon inférieur
au coût qu'il y aurait eu à faire certifier chacun des produits pour chacun des clients, il y aura donc de toute façon, si je pars sur des certifications de services usuelles que délivre déjà le NEE, comme celles sur les sites pollués, les prestataires de dépollution des sols, un audit par an qui permet de regarder du coup la façon dont vous répondez aux exigences réglementaires, usuellement de 3 à 4 jours. Donc, et après, ça va très dépendre effectivement de ce qui va être dans le référentiel. Donc c'est délicat de donner une réponse là immédiatement chiffrée, mais il faut partir sur une évaluation annuelle de 3-4 jours. Notre expérience, parce qu'il m'arrive de préparer des éditeurs donc, à ces sujets de certification, c'est que le coût n'est pas tant le coût de certification, mais le coût de préparation. Présenter un dossier au certificateur sans être prêt, c'est la garantie d'avoir un refus de certification et de perdre du temps et revenir à la case départ en fait. Ah oui, tout à fait. Je pense que le coût, ça va être évidemment un coût interne à l'entreprise pour se préparer à cette certification, préparer la documentation importante nécessaire à cette certification. Et ça, cet investissement-là, il faut le faire, effectivement, sinon c'est la garantie d'avoir un échec lors de la première évaluation et finalement de se retrouver à devoir faire des évaluations complémentaires qui ont un coût. Donc ces certifications, il faut bien s'y préparer et notamment bien préparer la documentation nécessaire. Il y a un autre sujet donc, qui est abordé dans vos questions, c'est la question de en fait, l'archivage. Certains disent, mais c'est pas de l'archive, c'est de l'export. Il y a un problème de vocabulaire, disent-ils, ou vous vous trompez. Non, c'est pas de l'export. C'est pas parce qu'on sort un fichier dans un format non propriétaire en termes de texte, pour vous, informaticien, vous considérez ça comme de l'export, mais l'administration a choisi à dessein le mot archive. Archive, en fait, ça veut dire sortir un fichier et en garantir sa pérennité dans le temps. C'est une archive, c'est pas une sauvegarde. Une sauvegarde, c'est dans le format initial donc du logiciel de manière à pouvoir restituer les données initiales en cas de crash de système. Archiver, c'est pouvoir permettre d'exporter effectivement un fichier en format de texte dans un format qui est lisible par tous et en garantissant son inaltérabilité dans le temps, c'est ce que demande le BOFIP, et sa pérennité. C'est-à-dire que le support, ils permettent toujours de relire 6 ans après ces données. Et ça, c'est de l'archivage fiscal à valeur probante, puisque l'éditeur, dans son critère d'archivage, un des 4, ce qu'on lui demande, c'est de tracer la génération du fichier d'archive. C'est dans tous les référentiels, que ce soit le LNE ou InfoCert, en fait. Oui. Il y a aussi une question, on ne peut pas faire d'export en Excel ou TXT pour les importer dans notre logiciel comptable. Oui, si, bien sûr, ça c'est un sujet, effectivement, c'est-à-dire que derrière, il y a la question, si vous voulez, implicite de la récupération des données de caisse et du lien avec la comptabilité. Et cette question, nous l'avons abordée avec l'administration. Aujourd'hui, l'administration, et ça, c'est pas les règles de logiciels de caisse, ce sont les règles de tenue de comptabilité informatisée. Elle considère qu'elle doit avoir tout le détail des opérations et qu'on enregistre opération par opération les événements comptables et non pas dans des écritures globalisées avec plusieurs lignes ou plusieurs items, plusieurs factures, mais ligne par ligne. Et donc elle veut non pas une centralisation des données, mais de caisse, elle veut des écritures détaillées. C'est matériellement impossible à obtenir et non contre-productif pour beaucoup de mes confrères. C'est pourquoi on a obtenu de principe une tolérance. La confirmation écrite va arriver bientôt. La tolérance, c'est qu'on n'enregistre que le Z de caisse quotidien et que ça suppose par contre que vos clients utilisent un système de caisse ou des données de caisse qui soient archivées et le système de caisse certifié. Voilà. Donc il faudra récupérer le Z de caisse quotidien ou mensuel, ce point n'est pas encore tranché. Et la condition, c'est qu'ultérieurement, il faudra fournir les données de caisse. Ça renforce plus que jamais la nécessité donc d'archiver en fait. Est-ce que notre modérateur a la gentillesse de nous remontrer les premières pages, s'il vous plaît, de vos questions? Je peux me permettre de faire un complément tu peux faire un complément Excel ou texte. En fait, c'est un peu problématique de parler de l'interface avec la comptabilité. Donc, si tant est qu'on a différentes briques logicielles
sur lequel effectivement on a la facturation qui est faite d'un côté, qui serait faite à un particulier, et le règlement dans notre système, et qu'on interface les deux éléments pour pouvoir effectivement opérer les règlements, là on est dans la chaîne effectivement de multi-intervenants. Et l'échange pourra toujours se faire fichier Excel ou texte, mais un des éléments importants, ça va être de devoir à sécuriser cette chaîne pour être certain de rendre inaltérable cette interface entre les deux systèmes. Donc quand on est dans le champ de la loi et qu'on est sur une interface de ce type-là, oui effectivement il va falloir être très attentif à la procédure qu'on va mettre en place. Alors, pendant que notre modérateur qui reprend vos nombreuses questions nous les inscrit pour que nous puissions vous y répondre, oui, nous souhaitons vraiment que vous puissiez participer au sous-groupe de travail intégrateur, éditeur en mode SaaS et libre. Je voudrais quand même préciser, on a peu abordé ce point-là, c'est que le champ du libre est complètement ouvert, que c'est un vrai problème, qu'aujourd'hui il y a quelques opérateurs pour le e-commerce qui se sont fait certifier, NF525 en l'occurrence, c'est pas LNE, pour ce qu'on appelle des CMS, c'est-à-dire une usine à faire des sites de e-commerce, si vous voulez, je cherche mes mots, un mécanotype enfin, qui permet, après paramétrage, de faire des sites de e-commerce pour chacun. Simplement, comme à chaque site de e-commerce, puisque c'est un libre, on modifie ce logiciel, on rentre dans le champ de la certification de service potentiel. Nous essayons de convaincre l'administration, elle semble ouverte à ça, que pour le libre, la bonne solution, c'est de combiner les deux, c'est-à-dire une certification de produit, c'est-à-dire du cœur logiciel, du noyau libre qui est mis à disposition, et service pour le travail de l'agence de, comment dit-on, la Web Agency, c'est ça Thomas, qui en fait va faire les modifications pour produire le logiciel, le site de e-commerce ou la plateforme d'échange électronique. Donc surtout, vous êtes bienvenus, n'hésitez pas à contacter l'Académie. Vous avez le mail, donc lorsqu'on vous a adressé notre invitation, renvoyez par mail vos candidatures. Il y a un aspect tout bête et matériel en termes de coût, c'est une certification. Donc il y a obligatoirement un certificateur, ça n'est pas une auto-attestation. Le certificateur, il a un coût. Et le travail de chacun, donc, il doit être réparti, ce coût. Je veux dire que ce travail doit être réparti dans le plus d'intervenants possible, le plus de parties prenantes possible. Ça forcément abaisse le prix, en fait, tout à fait. Du coût de l'élaboration du référentiel. Participer au groupe de travail, ça permet de déjà participer aux discussions qui vont mener à la rédaction du référentiel, donc avoir voix au chapitre. Ça permet aussi évidemment du coup de mutualiser les coûts liés à la rédaction de ce référentiel. Donc c'est vraiment, je peux qu'inviter chacun à participer à ce groupe de travail lié à la rédaction de ce référentiel. Et pourquoi on dit que le SaaS est aussi intéressé par le sujet? Parce que chaque fois que vous faites des modifications de vos logiciels en mode SaaS, et c'est relativement récurrent, parfois ça va jusqu'à une fois par semaine, voire pratiquement plusieurs fois par semaine, pour adapter, rendre évolutif votre logiciel, vous pouvez éventuellement toucher à un des 4 critères. Et donc s'il fallait se faire certifier à chaque fois qu'on modifie le logiciel SaaS, c'est matériellement impossible. La seule solution, celle que nous essayons de vendre à l'administration, c'est de dupliquer le schéma des intégrateurs. Au SaaS, on peut dire que l'éditeur est son propre intégrateur en mode SaaS. Donc là aussi, les éditeurs en mode SaaS sont plus que bienvenus. Il y a une question qui est, site B2C, doit-on certifier la solution e-commerce? Et je n'arrive pas à lire en dessous, paiement carte bleue, banque française. S'il n'y a que des paiements par carte bleue ou que ce soit Visa ou Mastercard, banque française, il n'y a pas de problème. L'administration tolère que, à ce moment-là, vous ne fassiez pas certifier. C'est une tolérance. Assurez-vous quand même que ça se passe par l'intermédiation directe d'un établissement de crédit français au sens du code monétaire et financier. Je ne suis pas rentré dans le juridisme là, vous pourrez consulter différentes publications qu'on va faire sur la question, et il y a des questions ouvertes avec l'administration, et que vous n'avez pas d'autres paiements. Parce que le commerce électronique se développe certes très fortement, mais aussi les modes de paiement se développent très fortement. On peut avoir des cartes cadeaux, par exemple, qui ne sont pas des cartes bleues classiques, et elles ne rentrent pas dans le champ. La question est de savoir si PayPal est véritablement aujourd'hui un mode de paiement qui permet de sortir du champ. Est-ce que vraiment PayPal, qui est au Luxembourg aujourd'hui, est enregistré comme non pas établissement bancaire au sens de directive européenne, est aujourd'hui
agréés comme, entre guillemets, permettant de sortir du champ. Je n'en suis pas sûr à ce stade. Je sais qu'ils vont faire évoluer d'ailleurs leur régime. Mais c'est vrai aussi pour tout autre mode de paiement. Les paiements par smartphone qui se multiplient, liés à un site internet, ne sont pas forcément par intermédiation directe d'une banque. Il y a beaucoup d'inventivité sur les modes de paiement, donc attention, et d'autant plus que théoriquement, on ne peut pas refuser les paiements en espèces, ce qui peut poser des problèmes pour les sites de e-commerce. Certains les refusent bien sûr, mais il y a aussi des sites de e-commerce qui font des paiements à la livraison. Donc, en ce qui concerne la disponibilité du référentiel promis en janvier, c'est la question que certains ont posée. Oui, lors de notre colloque de janvier, nous avons proposé ce référentiel. Il a bien avancé. Je voudrais juste souligner que l'administration a quand même considérablement modifié son instruction fiscale le 4 juillet dernier. Donc nous faisons tout notre possible pour finaliser ce référentiel d'ici la fin de l'année. Et pour tout vous dire, nous avons prévu avec l'administration fiscale de nous présenter en avant-première pour avoir ces impressions, ce qui n'est pas une garantie de la part de l'administration fiscale qui ne s'engagera jamais sur un référentiel. Ça n'est pas son rôle, elle vient comme observateur, mais ça sera la première étape et je pense qu'on donnera des nouvelles de ce référentiel en janvier. En revanche, les référentiels intégrateurs, ça c'est autre, nécessairement ça va prendre le temps qu'évoquait Thomas, c'est-à-dire 6-8 mois dans le meilleur des mondes et à condition qu'on ait vraiment du monde autour de la table. C'est ça tout à fait, et cette information elle a été donnée à l'administration, parce que autant l'exigence a été publiée là en juillet, est applicable, autant on a bien communiqué à l'administration le fait qu'il fallait le temps nécessaire à la rédaction de ce référentiel avant de pouvoir mettre en place concrètement cette certification, et donc ça je pense qu'ils ont bien entendu ce message. Je pense que la difficulté de l'administration fiscale, c'est de faire face à la multiplicité des solutions et de l'inventivité informatique et du marketing, pour tout vous dire, et donc elle n'a forcément pas nécessairement la possibilité d'appréhender toutes les situations. Donc le jeu du référentiel et des échanges avec elle, c'est de prendre en compte ces situations, ces particularités. Alors il y a une question que tu avais évoquée au tout début, qui est de savoir, mais quid de la tolérance, quid de l'année pédagogique plus exactement, pour les intégrateurs et autres éditeurs de logiciels libres. D'abord, je pense que l'administration elle va se concentrer sur les systèmes de caisse classiques dans un premier temps, parce que c'est quand même le cœur des risques de fraude potentiels. Le deuxième point, mais elle a commencé ses contrôles. Je tiens à souligner que, d'après mes dernières informations, il y a déjà sur le terrain des débuts de contrôle. Alors, ce sont des contrôles pédagogiques avec attention la prochaine fois quand je reviens, soyez prêts. Mais ça veut dire que le système est enclenché. Le deuxième point, c'est que dans la mesure où le référentiel dépend d'une instruction qui est sortie en juillet, je pense particulièrement au référentiel intégrateur, l'administration entend que les intégrateurs ne pourront pas être prêts pour janvier 2019. Donc elle entend déjà qu'un certain nombre de systèmes complexes de ERP ne peuvent pas être prêts pour janvier 2019 parce que le travail de préparation est plus long que prévu et que l'instruction est sortie en juillet. En revanche, ce qu'elle demande, c'est que si on rencontre de réelles difficultés, on lui écrive. Et donc nous réfléchissons au sein du groupe de travail à un modèle de lettre, libre à vous de vous en inspirer ou pas, pour écrire à l'administration en lui disant voilà où j'en suis et voilà quel est le calendrier que j'envisage pour me mettre en conformité. Ça sera le même problème pour les intégrateurs. Et dans le cas des intégrateurs, il y a une réelle prise de conscience à avoir. On a parlé des ERP, des gros systèmes à intégrer, mais en réalité, le champ de la mesure touche aussi tous les automates. Par exemple, les balances connectées, ça c'est classique pour le LNE parce que c'était déjà dans le système de base, mais tu peux dire un mot du fait qu'en fait, tout système qui enregistre des paiements de façon automatique peut être dans le champ quand il s'agit de particuliers, des automates de parking, des choses comme ça en fait. Et vous avez déjà des sujets à traiter au LNA. Le champ est extrêmement vaste de types de produits concernés. Bien plus vaste qu'on l'imaginait au début d'ailleurs. Oui. Donc là, mon conseil c'est de dire faites un document dans lequel vous indiquez que mettez-vous en route d'abord, venez au groupe de travail, à distance ou pas, on fait aussi des participations en mode conférence téléphonique ou vidéo, et suivez ce qu'on fait, posez-nous des questions, remontez-nous des questions, car c'est très utile, nous ne pouvons pas connaître tous les cas particuliers, et c'est la pratique qui fait la solidité d'un référentiel, de toute façon. Je vais demander à notre modérateur de nous montrer les questions précédentes auxquelles nous n'aurions pas pu répondre. Merci. Donc, en ce qui concerne mode école, je te laisse expliquer peut-être ce point-là, le mode école. Oui, en fait, c'est clairement établi dans le BOFIP sur le mode école.
Juste le fait que ce ne soit pas interdit, c'est encore autorisé et le principe est bien décrit dans le BOFIC qui est paru au 4 juillet. Il y a une question qui est, peut-on se faire certifier par l'administration? Non, l'administration ne certifiera jamais un logiciel. D'abord parce qu'elle n'en a pas les moyens techniques et les équipes, et que ce n'est pas son vouloir, parce que de toute façon, elle ne va pas s'impliquer dans ce quotidien. Elle s'y perdrait. C'est pourquoi elle délègue la fonction de certification dans le cadre du Code de la consommation à des tiers auditeurs. Tout à fait. Il y a des organismes de certification, tels que l'ANE, InfoCert, qui sont accrédités à cet effet par l'organisme d'accréditation français. Alors là, je ne vais pas plaider pour le LNE, mais l'administration s'étonne qu'il n'y ait pas d'autres organismes de certification aujourd'hui, parce que ça pourrait être des Européens. Tout organisme de certification agréé par l'équivalent du COFRAC en Europe pourrait intervenir sur cette certification. Mais le fait est qu'il n'y a que 2 organismes aujourd'hui. Je pense que ça restera le cas pendant longtemps. Reste la voie de l'auto-attestation quand on est éditeur de logiciel. Lorsqu'on est éditeur de logiciel et qu'il y a toutes les apparences, il y a une présomption simple consistant à dire que j'ai un code NAF ou NAS, donc un code d'activité qui garantit que je suis de la programmation informatique, là il n'y a pas de difficulté à s'auto-attester à condition de respecter un référentiel. Et là, la seule voie possible, puisqu'il n'y a pas d'autres référentiels en cours d'élaboration, c'est de vous référer au référentiel d'attestation que nous sommes en train d'élaborer. Et on le publiera, encore une fois, dès que possible. Mais attention, une question c'était, mais qu'est-ce qui me garantit que l'attestation, c'est une bonne attestation ou certificat? Il y a des formes. Je vous invite à consulter nos précédents webinaires et nos publications. Il y a des formes à respecter, c'est tout simplement dans le BOFIP, vous avez des modèles. Si vous n'êtes pas dans le modèle, eh bien, vous n'êtes pas conforme. Et j'attire l'attention de certains petits malins, qui ne sont peut-être pas présents, mais j'ai eu quelques échos sur ce plan. Certains pensent qu'en fait, il suffit de produire l'attestation ou le certificat de la dernière version conforme, et puis en douce de réinstaller l'ancienne version non conforme pour procéder à des suppressions de recettes, donc d'enregistrement des paiements. Sachez que dans le BOFIP sur le contrôle inopiné, il est indiqué que le vérificateur doit vérifier sur le poste quels sont les logiciels utilisés, ou sur le serveur, ou en accès web. Il va vérifier si la documentation correspond au logiciel utilisé, il va vérifier si le certificat correspond au logiciel utilisé. On nous pose une question sur les logiciels métiers. Peut-être que tu peux évoquer le cas des logiciels métiers et des particularités. Là, on sort un peu du champ de la certification, mais c'est quand même lié, c'était la problématique de la comptabilité que j'évoquais. Oui, mais tu l'as évoqué tout à l'heure, en fait, le fait effectivement de dire qu'on peut centraliser les recettes au jour par jour dans la comptabilité, mais bien sûr, par rapport à cette prérogative, il est indispensable et nécessaire de pouvoir mettre en face de cette centralisation le détail des opérations faites sur le jour en question. Pouvoir présenter ce détail, et bien sûr, comme d'habitude, de manière lisible pour l'administration dans un format texte, CSV, XML, au même titre que la production du FEC. Absolument, c'est le même principe. C'est le principe en fait derrière qui sous-tend le contrôle fiscal informatisé, fournir des données dans un format non propriétaire. Encore une fois, ça va être le grand enjeu de 2019. Commencer à archiver, l'administration dit autour de la date d'envoi de l'alias fiscal. Ça ne veut pas dire le jour même. Ça peut être quelques mois avant, quelques mois après, mais à partir de la clôture jusqu'à l'envoi de l'alias, si vous voulez, et un mois après, il faudrait archiver les données de caisse de l'exercice précédent, le plus proche possible de cette date d'envoi de l'alias. Voilà ce que nous dit la DGFiP. Et donc, là, sachant qu'en France, on parle en millions de simples caisses enregistreuses, selon les évaluations, on est entre 3 et 5 millions de caisses enregistreuses, sans compter tous les logiciels multifonctions. Par exemple, un logiciel de facturation qui suivrait les règlements de clients particuliers est susceptible de rentrer dans le champ, comme on l'expliquait. Et donc là, il faudra archiver ces données-là. Voilà. Donc, autre question, logiciel libre avec tout type de paiement, est-ce considéré comme un logiciel de caisse? Oui, clairement. L'administration ne fait pas de distinction sur le mode de paiement. Elle a simplement, encore une fois, toléré cette idée que si vous ne faites que des paiements en carte bleue et par virement, vous pourriez, sous certaines conditions, sortir du champ. Je ne vais pas revenir dessus, mais ça suppose vraiment d'être capable de prouver cet aspect-là. Et en revanche, on ne peut pas écarter les autres modes de paiement pour des règles commerciales, tout simplement. Donc oui, un logiciel libre qui enregistre les paiements de particuliers, quel que soit le mode de paiement, est susceptible de rentrer dans le champ.
Alors, il y a des questions sur les factures. La facture, je voudrais simplement vous indiquer que je ne vais pas rentrer dans les questions sur les factures, ce n'est pas l'objet du webinaire, mais vous dire que les éditeurs et l'Académie et le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables envisagent de produire par la suite un référentiel de facture, de facturation, car il y a aussi beaucoup de questions qui se posent. Pour vous remettre les choses en perspective, on peut dire que d'un côté, vous avez la facture qui, elle, doit respecter, quand il s'agit de facture aux professionnels, les règles de la piste auditiable ou les règles de la facture électronique, avec signature électronique par exemple, EDI, ou bien la troisième voie avec une fiabilité complète chez l'émetteur et le récepteur de toutes les opérations. Et puis vous avez le cas de la caisse, donc, ce qui est une fonctionnalité de caisse. Et la fonctionnalité de caisse, c'est notre sujet d'aujourd'hui, c'est garantir que le ticket, la note, la facture au particulier, et non pas la facture au professionnel, est inaltérable et surtout les données de règlement qui suivent sont aussi inaltérables. On pourrait se poser la question aussi dernièrement des notes de frais, mais elles sont déjà traitées quelque part par le système de caisse qui émettra la note de frais ou le logiciel de facturation au comptoir ou pas, par exemple dans un hôtel qui émet la facture. Toujours, on retrouve l'idée de l'irréversibilité pour les écritures comptables, de l'inaltérabilité pour les données de caisse ou de l'intégrité des factures donc, qui sont transmises à un client. Est-ce que notre modérateur voit d'autres questions à évoquer? Je pense que le temps est écoulé. Messieurs, est-ce que vous avez d'autres commentaires à ce jour? Pour l'instant, non. Je pense que tout a été évoqué. Eh bien, merci surtout de votre attention. Et nous publierons ce webinaire très rapidement. Et enfin, n'hésitez pas à nous retourner vos questions. Merci, au revoir. Au revoir.